messieurs, j'espère que vous allez bien ce soir. Je suis ravie de vous retrouver et surtout de passer l'heure qui suit avec vous. Nous allons vous parler comme chaque mercredi de l'économie qui vous concerne. Les voitures assemblées ou montées en Algérie sont de plus en plus nombreuses dans le parc routier algérien. L'Algérie a commencé timidement à assembler les véhicules de type citadine, rappelez-vous, en 2014. Aujourd'hui, ce sont des véhicules de gros cylindrés haut de gamme avec des propriétés technologiques élevées qui sortent des usines de montage. Une fierté, diront certains, et nous disons un véritable gouffre financier pour les réserves de change. Alors qu'aucun équipementier n'est installé encore en Algérie, cela fait 5 ans que la première usine de montage a vu le jour chez nous, 2% environ des pièces fabriquées localement. La facture, et c'était prévisible, il fallait s'y attendre, a gonflé en 2018. Plus de 3 milliards de dollars d'importation de kits SKD, SCKD. À quand la rentabilité de ce modèle? Y a-t-il une stratégie pour optimiser l'intégration locale et où en est-elle? Que veut faire l'État en autorisant à bras les concessionnaires à devenir des industriels? Nous allons vous éclairer sur ces questions grâce à nos invités, bien sûr. Bonsoir, Madame Latifa Torkiliot. Bonsoir. Et je suis ravie de vous inviter au ce plateau. Vous êtes la présidente de l'UPIAM, qui est l'Union nationale professionnelle de l'industrie automobile mécanique. L'UPIAM, qui, pour les gens qui ne sont pas au courant, existe depuis 1992 et qui a l'autofinancement total et dont la mission est celle d'aider à consolider l'écosystème automobile notamment. Tout à fait. J'ai le plaisir également de recevoir Monsieur Moussafa Abdelkarim. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du développement technologique et industriel au ministère de l'Industrie et des Mines. Je reçois également Monsieur Noureddin Oudjit, président directeur général de la SNVI. Merci d'être avec nous. Et Monsieur Farhat Aitali, analyste financier. Merci d'être là. Merci. Alors parmi les 2% de pièces que l'on intègre pour les usines d'automobiles, on parle de le véhicule touristique bien sûr, l'on trouve non pas le gonflage des pneus comme beaucoup le disent, mais la plasturgie, car c'est une filière qui a un potentiel en Algérie. La PME Sarel a vu son entreprise se transformer depuis qu'elle fournit des usines de montage auto. Une expérience qui pourrait s'étendre à d'autres et qui peut donner de l'espoir. Bouchra Abouali s'est rendu à cette PME. Regardez son reportage. Selon le cahier des charges édicté par le ministère de l'Industrie et des Mines, les constructeurs automobiles doivent atteindre, après 3 ans d'activité, un taux d'intégration de plus de 15%, qui devra passer à plus de 40% au bout de 5 ans. Qu'en est-il alors de la marque aux losanges, qui entame sa 5e année en Algérie? On n'est pas loin des 40% pour eux, non. Je pense qu'on n'est pas loin des 40% et je pense que c'est une préoccupation majeure actuellement au niveau des différents constructeurs et de Renault en particulier, puisque c'est le premier. Pour les autres constructeurs automobiles, il est encore tôt pour déterminer leur taux d'intégration. Donc il faut attendre 3 ans, en fait, et aucune entreprise n'a encore atteint les 3 ans, mais d'ores et déjà, au vu des contacts que nous avons et des sollicitations que nous avons, il y a beaucoup de mise en relation d'affaires entre constructeurs automobiles, les monteurs d'automobiles et les assembleurs et les sous-traitants locaux. Si le taux d'intégration est en deçà des attentes, c'est parce que le tissu industriel algérien en matière de sous-traitance est indigent. Il se trouve aussi que le tissu industriel, au départ, la sous-traitance en Algérie était démuni, était très faible. Et il faut le monter. Et le temps nécessaire pour monter un tissu industriel avec l'accompagnement obligatoire du constructeur, d'ailleurs, ça doit se faire sous forme de joint venture à installer en partenariat, fait que nous allons, de mon point de vue, facilement sur un horizon de 5 à 10 ans pour pouvoir avoir une intégration, disons, convenable. Sur les 130 sous-traitants jugés potentiellement en mesure de se lancer dans ce type d'industrie, seuls 30 constituaient de sérieux candidats et une dizaine seulement active aujourd'hui. Parmi eux, la Sarel Industrie, une filiale de la société algérienne de radioélectricité spécialisée depuis 2015 dans la plasturgie automobile. Nous sommes officiellement fournisseurs de Renault Algérie Production. Nous faisons 31 références pour ce client. Nous allons commencer aussi à produire pour Volvo Truck
dans le mois prochain. Et aussi, nous sommes même contactés par plusieurs autres constructeurs, même pour l'exportation. Mais pour réussir à s'imposer, la Sarel a dû investir énormément dans l'équipement high-tech, la formation et la certification. Tout ce qu'on a fait au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas pour gagner beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus pour gagner le know-how. C'est le transfert du know-how, apprendre le métier, le retour sur investissement sera beaucoup plus tard, c'est pas pour maintenant. En attendant, la Sarel, qui œuvre à devenir un sous-traitant incontournable dans le domaine, prévoit de fabriquer 10 nouvelles références pour le compte de son principal client et s'orienter même vers l'exportation. L'entreprise, qui emploie 77 personnes, ambitionne même de ne plus importer certains intrants, d'autant que ces derniers représentent pas moins de 40% dans son processus de production. Tous les différents intrants, au jour d'aujourd'hui, tout est importé et tout est taxé. Donc on paie tout ce qu'il faut pour ça. On n'a pas été exempté des droits de douane et des taxes. Pourtant, la loi de finances pour 2017 prévoit dans son article 110 des taxes préférentielles au profit des sous-traitants qui ne sont pas encore appliquées. Alors voilà pour l'exemple d'une PME qui déjà est dans la sous-traitance. La sous-traitance qui est bien entendu le nœud gordien lorsqu'on parle d'industrie automobile. Avant de le développer, je souhaiterais qu'on parle d'abord des implications ou des répercussions des décisions politiques concernant la filière automobile. Je voudrais qu'on explique tout d'abord la vision du gouvernement. On sait que le Premier ministre avait dit il n'y a pas longtemps que 5 marques automobiles en Algérie allaient être autorisées et pas plus. Donc on était dans une espèce de limitation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'État a assoupli? Est-ce que l'on va vers un assouplissement de la démarche et selon vous, Monsieur Abdelkrim? En fait, l'État, dans la mise en œuvre de sa stratégie pour la diversification de l'économie, a retenu un certain nombre de filières dans l'industrie automobile parce qu'elle est considérée comme une filière structurante. Et pour encadrer l'activité de production et de montage de l'automobile, a posé un certain nombre de règles et de conditions pour permettre l'accès à ce marché. Un certain nombre de demandes ont été reçues par les services compétents du ministère de l'Industrie et des Mines. L'examen a abouti à valider un certain nombre de projets que vous avez cités. Donc le cahier des charges est toujours d'application. Ce n'est pas un assouplissement en fait. Les conditions au contraire sont toujours d'application. Ce sont les opérateurs qui répondent à ce cahier des charges qui ont été autorisés à l'activité de montage. Non, ce qu'on veut dire par assouplissement, c'est-à-dire permettre à des opérateurs qui sont éligibles en fait à se mettre à l'assemblage ayant été concessionnaires par le passé. Est-ce que l'on verra encore d'autres anciens concessionnaires devenir des constructeurs ou bien est-ce que la liste est fermée aujourd'hui? En fait, le nombre d'opérateurs autorisés à exercer cette activité doit aussi prendre en compte le marché algérien. Donc, les capacités d'intégration, justement, qui est la condition sine qua non et l'objectif recherché par le développement de cette activité. Donc, il fallait aussi avoir une certaine concurrence entre les opérateurs. Il ne fallait pas offrir le marché à un seul ou deux opérateurs pour les bienfaits de la concurrence, pour arriver à produire un véhicule à un prix raisonnable avec une qualité optimale. Est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle, selon vous, Farhat Aït-Ali, qui au jour d'aujourd'hui, en tout cas, situation ou question d'intégration mise à part, est en train de coûter de plus en plus cher? On a dit, pour ce qui est du CKD, donc destiné au montage de véhicules touristiques, il représente 2,4 milliards de dollars pour les 11 premiers mois de l'année 2018. Est-ce que l'on pourrait se rapprocher de l'époque du FAST en 2014 où on a importé pour 7 milliards de dollars de véhicules neufs? Ça ne risque pas d'arriver pour la simple raison que les moyens de paiement des ménages ne permettent pas d'acheter sur le marché interne pour 10 milliards de dollars, parce qu'il y a une marge interne aussi. 10 milliards de dollars de véhicules neufs. L'épisode de 2012-2013 était induit par les rappels pour les salariés, des rappels qui justement n'étaient pas très loin de ces chiffres pour ces 2 années. Donc c'était des rappels sur les augmentations de 2008, ce qui ne risque pas de se renouveler dans la conjoncture économique actuelle. Par contre, il faudrait savoir aussi que les 2,4 milliards de dollars de kits CKD importés concernent combien de véhicules?
Parce que les 7 milliards de 2013 concernaient pratiquement 496 000 véhicules, toutes destinations et tournages confondus. Là, nous avons affaire à combien de véhicules moyennant ce chiffre? Ça doit tourner autour de 110 000 véhicules. Ce qui revient à dire que nous avons la moyenne du véhicule pratiquement à 18 000 $. Et à 18 000 $ en hors taxe, pratiquement en détaxe totale. Ni droit de douane, ni TVA, ni même TVA en aval, à la revente en État. Je trouve que pour encourager une filière quelconque, aucun État au monde n'a fait autant d'efforts. Mais c'est des efforts que j'aurais aimé qu'ils soient conditionnés a posteriori par des résultats de départ et non pas donnés a priori. Parce que la grosse perte, ce n'est pas dans les 2,4 milliards de $. La grosse, c'est dans la fiscalité qui était censée avoir été une dépense publique en amont pour pouvoir encourager une filière. Mais est-ce que la filière est à la hauteur de ces sacrifices fiscaux? C'est là qu'il justement il faudrait prouver. Et est-ce que c'est la bonne période, surtout lorsqu'on parle de tension sur nos finances? Nous sommes passés à la planche à billets récemment. Le timing, je veux dire. Moi, j'ai estimé que sur les 2 dernières années, en matière fiscale, rien qu'en matière déjà de TVA, sur la revente, à la limite, on ne parle pas de crédit de TVA au port, sur la revente finale, les exonérations de TVA tournent à 80 milliards de dinars sur 2 ans. 80 milliards de dinars, quand on a vu que le gouvernement, au début 2018, il se préparait à taxer les documents personnels des Algériens pour récupérer quelques 20 milliards de dinars, je trouve que le cadeau est disproportionné par rapport à ce qui est attendu de la filière. Selon vous, Latifa Torkiliot, est-ce que l'on n'a pas, enfin, est-ce que l'octroi ou l'autorisation ou la permission de produire autant de marques de véhicules, ou autant de types de véhicules par marque, est-ce que nous sommes dans une situation, comme disait Farhat Etali, de disproportion? En fait, il y a plusieurs axes stratégiques de développement d'une industrie automobile. Le choix d'aller vers plusieurs constructeurs en est un. Donc c'est un choix qu'a pris l'Algérie depuis un certain nombre d'années et qui me semble intéressant. Il est vrai que lorsqu'on octroie des avantages, on attend des résultats. Les résultats ne sont pas que des résultats financiers. Lorsque vous allez dans une industrie, on réfléchit déjà effectivement sur le court terme, mais aussi le moyen et long terme. Vous avez des acquis financiers, vous avez des acquis industriels, vous avez des acquis humains, puisqu'en fait aujourd'hui nous sommes partis d'un écosystème qui est constitué en fait de concessionnaires avec effectivement une optique de revente en l'état de véhicules importés à un écosystème industriel qui a démarré avec des constructeurs et des sous-traitants autour. Donc nous sommes aujourd'hui dans une sorte de transformation d'une filière qui était très orientée commerce, entre guillemets, puisqu'on parle de revente à l'État, vers une filière qui sera orientée industrie. Donc je pense que c'est quand même important de signifier que dans cette industrie qui va s'installer progressivement, comme on l'a dit tout à l'heure, sur plusieurs années, cette transformation porte sur l'intérêt pour le pays aussi d'avoir des acquis humains, donc savoir-faire, et ajouter à des industriels. En effet, on va peut-être revenir par la suite sur ce sujet dans ce débat. Bien évidemment, le sujet méritait d'être réfléchi et réalisé par les pouvoirs publics. Je pense qu'il a été fait de façon assez rapide, puisqu'en fait on est parti d'un marché avec des licences d'importation depuis plusieurs années, et en quasiment 4 ans, à peu près 4 ans, si on commence à partir de 2014. Les quotas ont été arrêtés. Voilà. Alors, je pense qu'il aurait été intéressant et opportun de le faire progressivement, donc d'avoir une sorte de gaussienne qui permettrait en même temps de diminuer le quota d'importation et progressivement donc produire localement avec un chiffre qui va en augmentant sur les 3 à 5 ans à venir. Alors, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des incompréhensions
de tout niveau, même du public. Et l'incompréhension, elle concerne aussi, justement, on parlait de cadeaux tout à l'heure, avec, vous disiez, de cadeaux. Moi, je me demande vraiment si c'est pas un cadeau, puisque la loi de finances de 2017, si je ne me trompe pas, a bien consenti des taxes pour les véhicules de grosse cylindrée. C'était des véhicules qui devaient être importés en l'état, mais avec, dans le but d'élargir l'assiette fiscale, parce que voilà, l'Algérie a besoin de fiscalité. Précisément, ces véhicules, on est en train de voir qu'ils sont en train d'être montés en Algérie. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'autoriser voilà, on va citer certaines marques, que la Santa Fe, que le Tucson, que le Tiguan, que la future Audi soient montés en Algérie, sachant qu'ils auraient pu rapporter de la fiscalité en étant importés en l'état? En fait, ce que vous appelez cadeau n'est pas forcément un cadeau, mais moi je l'appellerais un avantage donné à l'investissement. Cette exonération de la TVA, elle était accordée aux industries naissantes. Elle n'était pas accordée spécifiquement à l'automobile. L'automobile, parce qu'elle est considérée comme industrie naissante, a bénéficié de cette exonération. Est-ce qu'il y a d'autres, vous avez des exemples d'autres industries qui ont bénéficié d'exonération totale d'impôts, de TVA? Maintenant, on est en train d'encourager justement la sous-traitance. La sous-traitance, dans le cas de l'importation ou de l'achat des matières premières, bénéficie d'exonération de la TVA et de droits de douane justement pour encourager cette activité. Oui. Considérant l'automobile comme une industrie naissante, elle avait bénéficié de cet avantage d'exonération de la TVA, qui a été d'ailleurs supprimé récemment, parce que cette industrie a déjà commencé et elle n'est plus considérée comme une industrie naissante en fait. Est-ce que l'on peut imaginer, dans un scénario catastrophe quelque part, que l'on puisse plus avoir suffisamment de devises et que ces volumes vont devenir des volumes critiques, que l'État ne pourra plus, ou du moins les banques ne pourront plus les prendre en charge, revenir en arrière comme ça s'est passé pour pas mal de fois, hein, pour beaucoup de décisions qui ont vu un rétropédalage. Et pourquoi pas, de toute façon. Quand j'ai parlé de cadeaux fiscaux tout à l'heure, M. Abdelkrim vient de me rectifier, c'est vrai que c'était une industrie naissante dans l'optique des pouvoirs publics. Mais pour les industries naissantes, il y avait d'autres créneaux sur lesquels l'Algérie avait des avantages comparatifs et qui n'ont pas bénéficié de ce cadeau-là. Il y a l'industrie pharmaceutique, certaines industries de transformation directe de produits locaux n'ont pas bénéficié des avantages de cette filière. Moi, je ne suis pas contre la filière, mais je trouve que quand on veut lancer une filière industrielle, il existe quand même un mode opératoire, il existe un canevas auquel personne n'a dérogé, y compris l'Algérie des années 70. Le 0% sur la TVA, dans l'historique, est-ce que l'État a déjà consenti cela pour d'autres types d'importations servant à la... À ma connaissance, non. Déjà, quand on vend un produit, quand on détaxe un produit de TVA à la vente, sur le territoire national, logiquement, on ne le détaxe pas et on ne le taxe pas en fonction de son origine. On le taxe, on le détaxe en fonction de sa position douanière. C'est ce qui veut dire les voitures sont soumises à tel taux. Point. Il n'y a pas de voiture locale soumise à tel taux. Déjà, en termes de commerce international, si on n'avait pas fermé les ports à l'importation, ce serait déjà un sacré problème avec l'OMC. Alors si on avait adhéré, ils n'auraient jamais accepté ça. Le véhicule inter compte des taxes, le véhicule il est taxé. Ça ne tient pas la route. Le code de la taxe sur le chiffre d'affaires ne prévoit pas ce genre d'avantage. Maintenant, quand on me parle d'installer une filière, ça se construit avec la base. La base, c'est la sous-traitance. On ne cherche pas la sous-traitance après son arrivée, parce que le temps de construire tout ce tissu de sous-traitance, et encore avec 14 modèles, comme vous le disiez tout à l'heure, je vois maintenant même des Audi. Vous pensez que la maison Audi en Algérie va chercher un sous-traitant local pour quelques centaines ou milliers d'exemplaires de très haut de gamme? Ou même en Europe, elle est exigeante sur la qualité. C'est le cas de début de l'année, ça. Mais quelqu'un qui me met un modèle pareil dans pratiquement son pack, je ne pense pas qu'il va répondre à l'intégration telle que souhaitée par les pouvoirs publics. Justement, mais est-ce qu'il va continuer surtout? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va juste durer un temps et se terminer? On parle quand même de véhicules qui sont à haute valeur technologique. C'est des véhicules qui sont extrêmement intelligents, c'est des véhicules qui... je ne souhaite pas dénigrer ou dévaloriser les compétences algériennes, l'idée n'est pas là, mais c'est de dire de là où nous sommes en train de démarrer, effectivement, monter un véhicule comme la Audi, c'est quand même voir très haut. Votre point de vue, monsieur Oudjit? Oui, tout à fait. Le niveau de certains véhicules, surtout actuels avec
avec télédiagnostic, des fois même par satellite, ouverture, même contrôle, etc. Et c'est des véhicules de pointe. Et pour intégrer ça en Algérie, qui n'a quasiment pas de tissu de sous-traitants pour l'automobile. Parce qu'il y a des sous-traitants qui ont quand même été créés dans les années 80 par SNVI, quand on parlait de l'industrie industrialisante. Donc il y a eu comme un tissu qui a été créé, mais c'est que le constructeur qui était SNVI, qui est SNVI, a accompagné, et c'était le niveau technologique de ces années-là. Maintenant, c'est vrai, quand on parle de certains véhicules de très haut de gamme, je rejoins notre expert financier, pour quelques véhicules, on ne peut pas intégrer. Déjà actuellement, pour des véhicules standards, certains constructeurs qui ont commencé avec des véhicules de type standard ont des difficultés à avoir des sous-traitants. Un côté, bien sûr, qualité, parce qu'il faut un niveau de qualité. Il faut aussi respecter un volume et un échéancier de livraison strict, parce que dans des contrats qui lient des constructeurs à des équipementiers qui fournissent, c'est des contrats quasiment à l'heure. Une heure peut coûter plusieurs millions de dollars. Une heure de retard de livraison. Il y a des mécanismes, il y a des industries où ils ont stock zéro, ils n'ont aucune pièce en stock et ils sont livrés la nuit pour la production du matin. Donc cette cadence-là, elle est infernale. C'est pour ça que quand j'ai vu l'objet de cette émission, qui est l'enjeu de l'intégration, le véhicule, l'automobile est l'un je dirais, les premiers fournisseurs d'emplois en termes de volume et de quantité de références. Si je prends simplement SNVI, qui a une trentaine de types de véhicules, elle fabrique pour elle-même 15 000 références qui représentent 5 millions de pièces. Alors justement, on va revenir justement à la SNVI et de ce que l'Algérie pourrait capitaliser du savoir-faire qui a été cumulé sur des dizaines d'années. Je voudrais qu'on termine sur cette idée de véhicules à haute valeur technologique, voilà, pour pas que les marques nous tombent dessus et qu'on nous taxe de vouloir casser du sucre sur eux. C'est vraiment pas la volonté aujourd'hui. On ne cible pas ou on ne vise pas des marques ou des types de véhicules, mais principe de dire... alors, le véhicule low cost, voilà, admettons que l'intégration ou le processus d'intégration d'un véhicule low cost, est-ce qu'il peut s'accommoder ou aller dans le même chemin que l'intégration d'un véhicule hautement technologique comme celui qu'on vient de citer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire, voilà, dans le même sens? Allez-y, monsieur. Moi, je souhaiterais juste rebondir sur la question de l'intégration des véhicules haut de gamme. En fait, ce qui est exigé, c'est d'avoir un niveau d'intégration minimal au niveau de l'usine de production. Donc, celui qui produit plusieurs modèles de véhicules, il est obligé d'avoir un minimum de 15% sur l'ensemble de sa production au bout de la 3e année et 40% au bout de la 5e année. S'il produit des véhicules de haut de gamme, il sera obligé de faire plus d'intégration sur les autres modèles. Donc ça va l'amener à faire plus d'intégration sur les autres modèles où il y a plus de possibilités d'intégration que sur les modèles haut de gamme. Au final, il faut qu'il arrive... S'il ne produit pas du haut de gamme, il sera tout de même obligé d'augmenter ses niveaux d'intégration parce qu'il a signé avec l'État, n'est-ce pas? Oui, mais il faut qu'on arrive à un minimum de 15% sur l'ensemble de la production au bout de la 3e année, qu'il produise ou pas des hauts de gamme. Donc s'il produit des hauts de gamme sur lesquels il ne peut pas beaucoup intégré, donc il sera obligé de compenser ça au niveau des autres modèles, et sachant que l'intégration englobe l'intégration, ce qu'on appelle l'intégration locale, donc des parties et pièces produites localement, mais aussi de l'exportation. Donc nous avons plusieurs modèles adoptés par les différents constructeurs pour arriver à ces niveaux d'intégration. Donc il y en a qui ont déjà commencé des contrats d'exportation par rapport à un certain modèle, un constructeur qui va fabriquer un modèle de sa marque qu'en Algérie. Donc ça va être exporté ailleurs par le monde, ce modèle-là. Donc il y a d'autres constructeurs qui ont opté par la production de la pièce de rechange qui va être exportée vers le constructeur. Donc il y a plusieurs schémas pour arriver à atteindre cette intégration. Oui, justement, on va parler, juste après cette question au sujet de l'export. Latifa Tolkiliot, est-ce que vous pensez, la même question, est-ce que vous pensez que monter des véhicules haut de gamme et des véhicules low cost, ça peut faire partie d'une même stratégie d'intégration ou de création de filière
filière intégrée? Oui, en fait, il y a deux questions dans votre question. En fait, la valorisation, en fait, la différenciation entre deux secteurs qui sont complètement différents, effectivement le haut de gamme et le low cost. Et il y a comment mettre en place une stratégie efficace sur le plan national pour pouvoir consolider l'intégration locale. Lorsque vous faites du low cost versus haute valeur ajoutée, ce sont deux mondes différents parce que tout simplement les marges sont complètement différentes. Il faut savoir que les constructeurs à l'échelle internationale, si on voit la marge qu'ils dégagent donc dans le cadre de la production de véhicules haut de gamme, ce sont les plus élevés. Donc on en a quelques-uns dans le monde et ceux qui dégagent le plus de marge, ce sont ceux justement qui sont dans ce secteur de productif. Pour autant, l'intégration, les marges sont élevées dans ce segment parce que justement l'intégration n'est pas la même. Le volume n'est pas le même non plus. Donc c'est vraiment un point important à préciser. Par rapport à l'intégration, alors je pense qu'on a parlé d'enjeux. Clairement, l'Algérie a la capacité de renforcer son intégration dans ce secteur d'activité. Mais dans le low cost pour autant, alors de toute façon, en tout état de cause, c'est un sujet qui est aujourd'hui prépondérant. Je pense qu'on a eu l'occasion plusieurs fois d'échanger sur ce point. Que ce soit dans le low cost ou dans un autre segment d'activité, il est très important de comprendre que dans cette filière, vous avez le noyau. Le noyau, ce ne sont pas que les constructeurs, ce sont les constructeurs et les équipementiers. Donc, de toute façon, quelle que soit l'initiative qu'on pourrait prendre, si nous n'avons pas aujourd'hui dans ce noyau les équipementiers, l'intérêt, pardonnez-moi l'expression, l'intérêt de sous-traitance n'existe pas dans cette filière. Oui, puisque c'est l'amont. Finalement, c'est l'équipementier qui va lui drainer autour de lui un tissu de sous-traitants. Donc aujourd'hui, si vraiment nous souhaitons renforcer nos capacités d'intégration dans cette filière, tout l'accent devrait être mis en place pour réfléchir et mettre en place des mécanismes pour inciter les équipementiers à s'installer en Algérie, quel que soit le segment productif qu'on vise derrière. La présence des équipementiers est très importante, on va y revenir. Elle est primordiale. Lorsqu'on parle de on pourrait poser la question, est-ce que les marques automobiles sont présentes? Est-ce qu'elles ont investi auprès des opérateurs, des anciens concessionnaires qui sont aujourd'hui des industriels? Est-ce qu'ils ont réellement investi dans une part d'action ou bien est-ce que c'est un effort de la partie locale? Le nouveau cahier de charge a exigé justement une participation minimale. Donc certains se sont mis, je le crois, au diapason du nouveau cahier de charge, parce que le premier cahier de charge justement ne prévoyait pas cette implication directe. Le cahier de charge initial, celui qui avait présidé au premier montage, ne prévoyait pas du tout une implication de... Celui qui est venu après Renault, hein. Ouais, voilà, parce qu'on sait que RAP, l'actionnariat est clair. Là, il est clair. Maintenant, bon, le volet financier, comment tout ce beau monde a fait un pacte d'associés, ça, je ne sais pas bien. En ce qui concerne, du moins, les parts sociales, on sait que la SNVI, le FNI, le Renault sont impliqués dans un 51-49, ce qui est de plus clair. Pour d'autres, n'est pas de toute façon par le cahier de charge d'avoir un partenaire directement dans les statuts de la société comme associé. Maintenant, le nouveau cahier de charge l'exige. Seulement, le problème n'est même pas dans l'implication, parce qu'à la limite, la partie étrangère pourrait éventuellement y mettre du sien, parce que c'est une opération, elle est gagnante. Mais quand on revient à ce fameux taux d'intégration, premièrement, il faudrait arriver un jour ou l'autre à 40% pour que le véhicule soit algérien, parce que la règle douanière internationale exige un certain niveau d'intégration effective pour pouvoir considérer le véhicule comme étant originaire de la nation qui l'exporte. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on exporte un véhicule algérien. On exporte un véhicule monté en Algérie. Un véhicule algérien doit atteindre un certain taux d'intégration. Pour l'Union européenne, c'est du 30%. Entre intracommunautaire, mais extracommunautaire, il passe à 40%. C'est pour ça que nous exigeons 40% dans 5 ans. Mais les 40%, quand on voit le taux d'intégration tel qu'il a été prévu sur 3 formules, je crois, dans le cahier de charge, il ne répond pas à la définition douanière de l'intégration. Parce que intégrer, par exemple, le nombre de personnes recrutées
le personnel recruté. C'est bien beau, parce que politiquement, on peut dire que ça permet une formation d'un certain personnel. C'est un encouragement. Oui. Mais là, ça aurait pu être une disposition qui sort de ce taux d'intégration. L'intégrer dans la formule de calcul du taux d'intégration final, ça ne répond pas à une logique économique. Ça répond à une logique, effectivement, de formation, de promotion du main-d'œuvre locale. Intégrer la réexportation, je dis bien la réexportation, d'un certain volume de véhicules précédemment importés, et éventuellement de quelques pièces locales intégrées, qu'en mettant aussi un élément de ces 40% dans 5 ans, disant on a fait 3 formules disparates pour pouvoir rassembler tout ça. C'est une sorte de pondération de 3 formules dans une formule pour déboucher sur les 40%. Mais le problème, c'est malgré, avec tout ça, on n'arrivera pas à 40%, parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Oui. Alors, je crois savoir que, justement, on a récemment, le chef de cabinet du ministère de l'Industrie et des Mines a dit que les récentes usines de montage devaient passer en 24 mois à 40% d'intégration, parce que, justement, celles-ci ont promis, voilà, pour être gentil, elles ont promis d'exporter au moment, parce qu'elles savent justement qu'elles ne peuvent pas exporter un véhicule qui a été quasiment importé. Alors, est-ce que c'est possible voilà, désolé de vous poser la question à vous, M. Abdelkrim, mais on va écouter également M. Oudjit. Est-ce que c'est vraiment possible de passer à 40% d'intégration en 24 mois? Alors, c'était M. le secrétaire général du ministère et il avait parlé de 15%. D'accord, merci pour la correction. Voilà, il a parlé de 15% pour le simple fait que beaucoup de constructeurs ont déjà une année de la publication du décret. Oui, donc, le décret, il donne 3 ans pour atteindre 15%. Oui. Donc, il avait parlé de 15% que les constructeurs doivent atteindre dans 2 ans. Donc, ça d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas pour contredire mon cher ami Aitalé, mais au contraire, la formule du taux d'intégration permet plus d'exportation dans la mesure où elle ne limite pas le taux qui est lié à l'exportation de pièces de rechange. Tout le reste est plafonné. La main-d'œuvre est plafonnée à 12%. Mais l'exportation est ouverte. Donc ça encourage plus d'exportation. On prend en compte. Je n'en disconviens pas, mais est-ce que, en règle générale, on peut intégrer ça dans la définition du taux d'intégration selon les règles douanières? Selon les règles douanières, elles s'appliqueront de manière indirecte. Pourquoi? Parce que dans les 3 formules que vous avez citées, il y a la formule qui concerne le taux local qui prend en compte l'exportation de véhicules. Il ne pourra exporter de véhicules si on répond justement, si on ne répond pas à cette exigence douanière. Donc ça d'une part. D'autre part, on prend en compte l'exportation de la pièce de rechange. Ça veut dire on encourage indirectement la production de la pièce de rechange et donc la sous-traitance en Algérie, et en prenant en compte l'exportation de ces pièces de rechange pour le calcul du taux d'intégration. Et en 3e partie, on prend aussi comme l'objectif recherché, c'est l'intégration, donc la création d'emplois. On prend aussi les emplois créés pour le calcul du taux d'intégration. Donc ce sont 3 parties qui répondent justement à des objectifs purement économiques. Moi je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre sur la table, voilà, c'est 2 milliards, voilà, plus de 2 milliards de dollars en 2018 d'importation de CKD. Est-ce qu'en exportant, l'on pourra rentabiliser cet investissement, cet effort de l'État? Est-ce que l'exportation en tant que modèle est quelque chose qui va répondre? Il ne faudrait pas considérer ça comme un effort de l'État, parce que en matière de dollars, on aurait tout aussi bien pu importer les mêmes véhicules qui roulent. Le marché doit être alimenté régulièrement en véhicules. Alors on CKD ou sous une autre forme, on ne peut pas dire que les 2 milliards sont partis juste à cause de ça. Sinon on les aurait importés d'une autre manière. Moi j'ai parlé du volet fiscal, hein, pas du volet devise. Oui, oui. Monsieur Oudjit. Oui, bon, c'est vrai que le taux d'intégration est difficilement atteint. Quand on commence à... On démarre par une usine d'assemblage en important la totalité des kits. Ensuite, chercher des sous-traitants locaux, former des sous-traitants locaux, les certifier, ça prend du temps, surtout au niveau de qualité et de quantité. Et le démarrage aussi, avec des faibles volumes, n'incite pas, puisqu'on parlait tout à l'heure des équipementiers. Ce n'est pas rentable, en fait, pour les potentiels sous-traitants. Bon, le terme de rentabilité, parce que là, on est en train de parler de constructeurs qui ont une centaine d'années d'existence.
tout leur équipement, tous leurs outils de production, toutes leurs recherches ont été déjà amortis. Maintenant, quand on démarre de zéro... Je parle de la rentabilité des sous-traitants locaux. Exact, mais les sous-traitants locaux aussi investissent, achètent des machines. Si on parle des sous-traitants extérieurs ou bien les équipementiers qui sont déjà installés, leurs équipements sont déjà amortis dans le calcul de leurs résultats, etc. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement et l'État a fait un très grand effort sur ce côté-là. Mais en face, il faut aussi que le constructeur garantisse aux sous-traitants les commandes. C'est un peu ça qui rend les sous-traitants vis-à-vis de ces marques un peu frileux. Parce qu'on leur demande de certifier, ça coûte de l'argent. On leur demande d'investir, de ramener des machines, etc. Et en n'étant pas sûr qu'ils soient certifiés et qu'ils fournissent de la pièce. C'est une phase de risque. De risque, oui. Donc le risque, c'est vrai que le risque, tout le monde doit prendre un minimum de risques, mais il y a des risques calculés et d'autres qui font que les gens, les sous-traitants ne sont pas vraiment attirés par ça. Parce que quand on parle d'industrie, sans dénigrer d'une façon globale, on n'a pas beaucoup d'industriels. Parce que là, quand on parle de concessionnaires qui deviennent des constructeurs, en sachant qu'il y a beaucoup d'industries ou bien de commerce qui changent du jour au lendemain d'activité. Oui, qui s'adaptent avec les décisions aussi de l'État. L'État, à un moment donné, a cessé d'importer pour pouvoir vivre. Ils ont décidé de s'accrocher et de produire. Un industriel doit raisonner à long terme, pas à court terme. Ce n'est pas des bénéfices à court terme qui doivent rentrer dans le calcul. Rare. Est-ce que le choix de ces constructeurs, de ces nouveaux constructeurs, d'aller sur des véhicules haut de gamme, ce n'est pas aussi pour viabiliser pour augmenter leur marge, viabiliser aussi leur activité, une manière de se donner du souffle? Non, je dirais que c'est parce que le marché le demande. Quand on peut vendre en vente, il n'y a aucune raison. Pourquoi se limiter, étant donné que le mécanisme actuel le permet? Je dirais que le fait d'intégrer un ou deux modèles de haut de gamme, parce que le marché le demande, sans aller dans un calcul d'intégration. Puisque l'intégration peut être faite sur le low cost et autres. Alors aujourd'hui, les 2% dont on parle, qui se correspondent aux pièces qui sont intégrées chez nous, elles se traduisent où, comment, dans quel type de véhicule? On a dit que Renault intégrer 4 pièces jusqu'à un passé qui n'est pas très lointain, où ça en est aujourd'hui? Sous-traitant, je pense qu'après la SNVI, en tant qu'actionnaire, pourront vous répondre. Ceci dit, vous savez, on parle beaucoup d'intégration, on a une vision très financière et très économique de l'industrie. Pour autant, une industrie, ça n'est pas que des chiffres. C'est aussi clairement des process industriels. Là, vous avez un très très joli schéma du véhicule. Si on souhaite savoir ce que fait le constructeur, il suffit de prendre un expert, de déterminer le nombre de sous-traitants qu'il a, le nombre de pièces qui sont fabriquées et en définir en fait le taux d'intégration industrielle sans pour autant aller dans des chiffres très complexes qui en effet pourraient être en plus sujets à interprétations diverses et variées. C'est aussi simple que cela. En l'occurrence, nous, ce qu'on avait dit au sein de l'UPIAM, c'est que, en effet, maintenant, on est passé à l'étape d'attrait, c'est trop tard. Tous ces éléments auraient pu figurer dans le contrat qui lie les deux partenaires. C'est-à-dire savoir précisément aujourd'hui ce qui va être intégré en court terme sous 1 an, sous 3 ans, sous 5 ans ou même sous 10 ans. Peut-être qu'à ce moment-là, si on l'avait écrit, on saurait aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans cette industrie. Donc le vrai sujet, il est le vrai sujet qui porte sur savoir où en est l'intégration nationale dans cette filière est très simple, sans aller dans des calculs très compliqués de taux d'intégration, sans avoir de décret. En l'occurrence, dans les gros contrats industriels, parfois l'État met en place ce qu'on appelle des structures d'audit de contrats, de ces mêmes contrats qui sont signés, et des extérieurs, bien sûr. Donc un audit sur le contrat qui porte justement sur où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en matière d'intégration. Avec un nombre de sous-traitants souhaités, un nombre de pièces fabriquées, un nombre de pièces qu'on ne peut pas fabriquer pour telle et telle raison, nécessitant peut-être des intrants qu'on n'a pas, etc. Donc si on souhaite, encore une fois, aller dans ce sens-là, il suffit de le décider. Donc c'est une vraie politique volontariste
qu'on doit avoir. Aujourd'hui, cela fait un an que l'on parle des contrats de filière entre associations, sous-traitantes, les associations telles que l'UPIAM, les sous-traitants et l'État. Qu'est-ce qu'il en est de ces contrats? Je vous remercie de me poser la question, mais effectivement, notre objectif, c'est de ne pas se retrouver encore dans 2 ans à dire que nous avons encore 5 sous-traitants. Puisque votre question, en fait, de départ, c'est celle-là. C'est de dire aujourd'hui, on en a 4, on en avait combien? On en est encore à 5 à peu près sous-traitants. On ne va pas, je dirais, tergiverser sur le pourquoi du comment, parce que, en effet, ça nous prendrait énormément de temps. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que de toute façon... il y a eu des choses qui ont été faites, il y a des actions qui ont été réalisées, il y a des groupes de travail qui ont été mis en place pour réfléchir à un certain nombre de sujets, il y a des décrets qui sont sortis, maintenant ce qui est fait est fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ces engagements industriels que devraient avoir les constructeurs, donc sans pour autant aller dans le contrôle des prix sortis d'usine ou du taux d'intégration, c'est justement de le définir l'ensemble de ces process et de l'écrire, et surtout de l'écrire et d'engager. On en est où? Donc, vous savez, c'est un changement de paradigme. Donc, il nous a fallu énormément de temps justement pour insuffler une nouvelle façon de voir l'industrie, qui est en l'occurrence une vision universelle, mais pour autant, il a fallu ce temps. Nous sommes aujourd'hui, nous avons défini un certain nombre de comités. Donc, vous parliez de plasturgie tout à l'heure. Nous avons, sur ces 2 années, justement, contourné, si je puis dire, la problématique, parce que si en effet on était resté sur ce calcul de taux d'intégration, on n'en serait pas sorti. La démarche de l'UPIAM, c'était de dire, travaillons sur nos avantages compétitifs, puis de dire où est-ce qu'on est bon, parce qu'on n'est en effet pas les seuls non plus sur le bassin méditerranéen. Nous avons mis en priorité le secteur de la plasturgie parce qu'en termes de remontée de chaîne de valeur, on a la capacité à produire localement les et en effet, à terme, d'attirer les équipementiers qui sont dans ce secteur. Donc c'est un petit peu la démarche qu'on a, ça prend du temps. Nous avons quelques sous-traitants aujourd'hui dans la plasturgie qui, en effet... Qui sont en attente d'homologation ou de validation, on va dire? Alors, vous savez, justement, les sous-traitants, je suis très heureuse d'avoir la SNVI autour de cette table parce que, en effet, la SNVI est a toujours été le donneur d'ordre national principal. On va l'écouter également sur cette question. Et les sous-traitants aujourd'hui, les vrais sous-traitants, effectivement, ont toujours été autour de la SNVI. Aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de travailler dans un contexte totalement différent, qui est en effet un contexte de flux tendu, optimisation des coûts, de sourcing low cost, de standards internationaux, etc., etc. Je pense que s'il y avait des avantages à accorder en contrepartie, puisque vous parlez de cadeaux, moi personnellement je n'utiliserai pas non plus ce terme, mais si on devait contrebalancer les avantages qu'ont eu les constructeurs, il aurait été opportun, c'est un peu comme quand sur le plan monsieur expert financier, quand on fait un calcul de franchise de TVA, on reverse la différence ailleurs, dans un autre secteur. Il aurait été intéressant, en fait, de transférer ces avantages financiers qu'ont les constructeurs vers les sous-traitants. Parce qu'en réalité, le sous-traitant, aujourd'hui, il a les capacités techniques. Et celui qui a accompagné la SNVI jusqu'à aujourd'hui, ce sont des sous-traitants aujourd'hui existants. Mais ces sous-traitants n'ont pas aujourd'hui l'assise financière pour pouvoir aller dans des standards internationaux. Bizarrement, on compte sur eux, mais ils sont le maillon faible. C'est un peu ça. Je vais faire parler également et revenir vers vous, monsieur Abdelkrim. Moi, je vais commencer par contester un peu le chiffre 2%. Parce que c'est le chiffre qui est donné par l'UPIAM. Hein? Eh ben, c'est 2%. Ça, c'est 5%, 5 à 6% maximum. Alors, pour le plus ancien... Il a augmenté depuis la dernière fois que j'ai lu. Allez-y, on va dire 5%, c'est pas grave. Voilà. Donc, pour le plus ancien constructeur qu'on a en Algérie, et là, au moins, les sièges qui sont fabriqués localement, ça représente plus que 5%. Nous avons les faisceaux électriques qui sont fabriqués par une entreprise publique aussi. Nous avons les parties en plastique que vous avez montré tout à l'heure. Donc nous avons plusieurs pièces qui sont d'être... Combien de pièces? Nous avons déjà les 3 que je viens de citer, beaucoup de en plastique. Nous avons aussi 2 sous-traitants qui viennent d'être validés, donc qui ont accompagné le projet, donc qui viennent, ce sont des sous-traitants du constructeur qui vont entrer en production très prochainement. Donc pour la fabrication des joints d'étanchéité et pour la moquette.
Nous avons visité hier... Pardon, excusez-moi, pour tous les types de véhicules qui sont assemblés en Algérie ou bien... Eh bien justement, un sous-traitant n'est pas forcément un fournisseur d'un seul constructeur. Oui, bah heureusement, parce que sinon... Voilà, oui. Donc si on parle de sous-traitant, il peut fournir justement, il doit fournir l'ensemble des constructeurs. Et en l'occurrence, pour les joints et la moquette, est-ce que ce sont des pièces qui vont être fournies pour plusieurs types? Voilà, il a des contrats avec au moins 3 constructeurs. D'accord. Voilà, donc il va fournir l'ensemble, pratiquement l'ensemble des constructeurs, selon les capacités de production. Après, il aura juste à doubler un peu les... Mais pour cet aspect que Mme Turquiliote a évoqué, celui qui consiste à dire de reverser les avantages qui ont été donnés à l'industriel au profit... c'est exactement ce qui est en train de... C'est exactement le cas actuellement. Le fameux article 110. L'article 110 qui prévoit une TVA pour le sous-traitant. Mais il a été plombé par un paragraphe qui disait qu'il fallait que les modalités d'application soient définies par voie réglementaire. Voilà. En fin 2017, n'étaient pas encore apparues les dispositions. Donc il n'y avait pas encore un décret exécutif. C'était une disposition de la loi de finances pour 2017. Donc, qui a été publié, qui est renvoyé justement vers la voie réglementaire pour définir les modalités d'application. Pour aussi justement canaliser les avantages. Mais aujourd'hui, sur le terrain, rien n'est appliqué, étant donné que le texte d'application n'est pas encore apparu. Le texte d'application a été publié justement et nous avons reçu un certain nombre de dossiers qui sont en cours d'examen. Il va y avoir très prochainement aussi la validation de certains dossiers pour bénéficier de ces avantages. Donc, ils sont une exonération de la TVA et des droits de douane. Donc, c'est exactement une réorientation des avantages vers la sous-traitance. C'est l'objectif d'ailleurs de cette industrie. Nous avons opté pour cette industrie pour encourager la sous-traitance. Et d'ailleurs, l'objectif, ce qui nous a poussé à opter pour cette industrie, c'est que parce qu'on considère beaucoup de filières voisines qui peuvent servir cette industrie automobile. Nous avons une filière électronique et nous avons un sous-traitant qui se lance dans les écrans de navigation. Nous avons la filière textile qui se développe pour fournir tout ce qui est siège et partie intérieure. Nous avons une filière sidérurgique. Je n'ai pas parlé de 2 projets qui ont été validés pour produire de l'acier plat. Nous n'avons jamais produit de l'acier plat, mais nous allons produire de l'acier plat qui va être destiné pour faire la carrosserie et l'emboutissage qui va représenter aussi un fort taux d'intégration. Donc il y a beaucoup de sous-traitants, beaucoup d'industries qui sont en train de se développer, de se réorienter vers cette industrie automobile. Alors ça répond à la question qui consiste à dire, voilà, ce paradoxe des bénéfices, avantages fiscaux qui ont été largement octroyés, Renault, Hyundai, Kia, Sovac et d'autres, Bike qui va bientôt arriver. Mais je dois savoir si l'on veut que ces PME sous-traitantes existent, il faut qu'il y ait un équipementier. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer, espérer qu'en Algérie, on puisse avoir un équipementier qui puisse s'installer et drainer autour de lui? Voilà, vous souriez, mais c'est à vous, monsieur Oudjit. J'essaye d'imaginer un peu parce que la diversité des pièces est énorme. Et si on revient au taux d'intégration, le taux d'intégration, ce n'est pas en nombre, c'est à la valeur. Et c'est calculé par rapport au prix. Ça veut dire quel est le montant payé, je simplifie, quel est le montant payé en dinars par rapport au montant du véhicule en totalité. Donc SNVI, c'est vrai que si je prends SNVI sans parler de ça, je parle de l'industrie lourde. SNVI, étant donné qu'elle a son historique est loin, et on varie entre 60 et 80% en termes de taux d'intégration. Mais SNVI a été dans l'objectif du complexe véhicule et de créer un réseau de sous-traitance autour. Elle a été conçue en tant que de constructeur intégré, puisque SNVI a sa propre fonderie. C'est vrai que nous, on démarre par... Oui, c'est un modèle de l'industrie industrialisante qui consistait à tout avoir à la maison et ne rien importer. C'était une autre époque, bien entendu. Mais aujourd'hui, permettez-moi de reposer la question. On me dit qu'il reste 10 à 15 minutes. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut avoir ou obtenir par le biais de négociations, je ne sais pas, ça semble être super compliqué, vous vous souriez tous un petit peu en coin, d'avoir un équipementier. Est-ce que c'est possible? Ça dépend de quel équipementier vous parlez. Voilà, il y a ça, et surtout, on revient toujours à l'économie. Personne ne vient pour perdre. On vient pour gagner. Dans ce cas-là, on revient toujours au volume. Et quand on parle au volume, si on parle de volume, quand on a 15 marques, 15 types avec leurs marques,
chaque véhicule a ses propres pièces. Donc un équipementier ne peut pas venir ici pour faire 15 types de pièces. Sur 10 000 pièces, il y a des moules qui coûtent jusqu'à 2 millions de dollars. Un moule d'injection, on parlait tout à l'heure des composants plastiques, un moule d'injection fiable, il fait 2 millions de dollars et personne ne mettra 2 millions de dollars pour produire pratiquement, parce que le moule, il n'a pas 18 000 empreintes. Au maximum, on pourrait peut-être éventuellement y caser 2 ou 3 empreintes. Alors, ces fameux moules d'injection, à ce prix-là, il faudrait dépasser les 100 000 articles mois à fournir pour pouvoir entrer en jeu. Surtout que les petits articles en plastique, ça coûte pas très cher aussi. Hein. Là, mine de rien, on les achetait au bac. Est-ce que cela aurait été plus simple pour nous si l'on avait opté pour une seule marque de véhicule qui aurait été implantée et qui aurait donc fourni ou arrivé à une taille critique permettant ces objectifs-là? Les équipementiers, si on leur fournit de la visibilité, il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne viennent pas, c'est-à-dire une visibilité, une stratégie. Oui. Je pense que c'est un peu la démarche qu'ont eu les autorités aussi, hein, en mettant en place des complexes pétrochimiques pour la production d'intrants qui sont destinés à des composants tels que les tableaux de bord, les pare-chocs, qui sont aujourd'hui des composants. Alors c'est dans quelques années, mais cette visibilité, moi j'en suis certaine, va motiver l'équipementier en place sur jeu, en tout cas à venir. Ceci dit, vous savez, le financement des moules, logiquement, il émane des constructeurs. C'est-à-dire qu'au moment où on négocie le contrat avec le constructeur, et c'est là où la partie algérienne, les opérateurs, les partenaires algériens, les constructeurs étrangers ont leur rôle à jouer, tous ces financements sont pris en charge logiquement par le constructeur au moment où les contrats sont négociés. Je pense qu'aujourd'hui, les actionnaires algériens, donc enfin, les actionnaires locaux... Ceux qui ont été concessionnaires, qui sont aujourd'hui des acteurs... Pas que, oui, enfin si, quand même, il y a Renault, c'est la SNVI, oui, effectivement. Toujours, vous avez Condor, qui est quand même un industriel, PMO qui fait partie du groupe mécanique, donc ce sont quand même à la base des industriels. Mais en effet, ce sont à eux, ils sont quand même majoritaires dans cette joint venture, enfin, il faut quand même le rappeler. Oui. Si vous êtes majoritaire dans une réaliste, il y a des considérations économiques, vous ne pouvez pas quand même survoler comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que dans l'approche qu'on doit avoir en tant qu'actionnaire local, c'est en effet, maintenant que les contrats ont été négociés, la logique aurait été que tous ces engagements soient pris dans le cadre des contrats négociés entre les partenaires. Ce n'était pas le cas, mais en tous les cas, en matière de... Vous vouliez rebondir sur le moule. Moi, j'ai travaillé dans ce cadre-là. On arrivait à placer des moules chez des gens parce qu'on estimait qu'avoir son propre moule était plus intéressant pour nous que travailler avec l'injecteur. Mais quand il y avait des centaines de milliers de pièces, mais quand on a de petites quantités, on préférait se parasiter le moule d'autrui. Parce que ce n'est pas intéressant qu'un constructeur aille investir dans des composants qui vont lui produire de petites quantités. Là, on vous parle de produire à 10, 15 000 pièces. Il a quand même eu des avantages. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un aller-retour. C'est je donne et en retour, je reçois. Donc, c'est un petit peu le principe. C'est pour ça que je vous dis qu'en effet, à un moment donné, ça ne s'est pas fait. Maintenant, il est quand même important, tous ces éléments ont été d'ailleurs cités dans le cadre des différentes rencontres qu'on a mises en place dans les assises. Et c'est un sujet qui est revenu. Et c'est quand même un sujet qui est structurant si on souhaite aujourd'hui se positionner de façon dominante sur la place surgée. Je souhaiterais juste parler de cette question de volume, en fait. Et de l'implication aussi. Et de l'implication des constructeurs. Des acteurs locaux. Des acteurs locaux. Le cahier des charges pose un certain nombre de conditions et d'engagement, non seulement de la part du constructeur local, du partenaire local, mais aussi du constructeur partenaire qui s'engage à fournir la liste des équipementiers et des sous-traitants qui vont accompagner le projet. Donc le constructeur, c'est le seul qui est d'ailleurs capable de faire venir ses équipementiers. C'est pas le constructeur, c'est le partenaire local. Donc il faut dès le départ la liste de ceux qui vont accompagner le projet. Nous avons tenu une réunion il y a une dizaine de jours, il y avait un représentant de la SNVI avec un constructeur qui compte installer 2 sous-traitants ici en Algérie qui vont fournir ces usines en Europe. Donc le problème de volume, pallier à cette problématique par l'exportation. Donc le sous-traitant algérien ne va pas produire que pour le marché algérien, mais il doit produire aussi pour d'autres usines du constructeur partenaire. Si on prend l'exemple du Mexique, le Mexique il produit presque 5 millions de véhicules, le Mexique ne peut jamais absorber cette quantité. Et là, une multitude de constructeurs qui sont installés en Mexique, mais il exporte la majorité de sa production. Il est le 7e producteur mondial
avec une multitude de constructeurs, avec une production qui dépasse largement sa production. Donc on peut pallier à ce problème de volume de par l'exportation. Vous faites bien de parler du Mexique, étant donné que c'est l'un des pays qui a énormément évolué dans ce domaine, et pour cause. Sur le plan de la fiscalité, c'est totalement le contraire de l'Algérie, c'est-à-dire c'est une fiscalité qui est inversée. Il y a la défiscalisation, c'est-à-dire des importations de kits au Mexique se fait à la mesure que le véhicule est intégré et non pas le contraire. Ce n'est pas octroyé dès le départ, c'est-à-dire le free on tax n'est pas octroyé dès le départ. Est-ce qu'aujourd'hui l'État évoque souvent la question de cette stratégie, de ce qu'il peut donner, de ce qu'il attend des constructeurs? Est-ce qu'aujourd'hui on considère que les constructeurs sont suffisamment transparents? Est-ce qu'ils communiquent sur leur positionnement, sur ce qu'ils souhaitent faire, sur leur stratégie? Il faudrait le demander aux autorités qui sont en contact avec eux. En tout cas, en matière de communication publique, en dehors des projections à 100 000, 200 000, je ne sais pas combien de milliers de véhicules de progression chaque année, alors que tout le monde sait que les importations de ces cadets pour l'année dernière, c'est de l'ordre de 110 000 véhicules. Donc les 110 000, si on les divise par tous les constructeurs et par tous les modèles, on se retrouve avec 2500 à 3000 véhicules par modèle. À partir de là, on peut plus ou moins extrapoler leurs exportations et leurs importations plutôt et leur commercialisation locale. Mais je le dis, nous parlons de 110 000 à 2,4 milliards de dollars. Pour passer aux 400 000 véhicules qui permettent l'émergence d'une filière, il faudrait passer à 8 milliards de dollars. À ce stade-là, plus de 8 milliards d'ailleurs, parce que si on s'en tient à cette norme-là, on passera à 9 milliards de dollars. Parce que nous les avons pour importer ces kits. Et rien ne garantit la réexportation. C'est tout le problème, et là c'est un souhait, on aimerait bien qu'ils exportent. Mais maintenant qu'on voit le prix du véhicule localement, il n'est pas compétitif. Maintenant j'estime que si on l'exporte au prix où il est vendu localement, il n'a aucune chance de s'exporter. Il est déjà très cher par rapport au pouvoir d'achat. Certains modèles sont plus chers qu'en TTC dans leur pays d'origine. Ça, les constructeurs ne veulent pas le reconnaître. Ça, ce n'est pas une accusation gratuite, c'est des calculs. C'est les prix affichés dans le voisinage, affichés en Europe, en Asie du Sud-Est, sur le même modèle, fini. Plus TVA, 20%, 21%, ça dépend des taux. C'est la perte de change? Non, jamais de la vie, parce que là je parle en dollars. On reconvertit tout ça en dollars ou en euros, on ne parle pas en dinars. On a pris en considération, j'ai fait des calculs en prenant 140 dinars l'euro. Pas 134, 140 dinars l'euro et 120 dinars le dollar. On ne retrouve rien qui puisse correspondre à un véhicule compétitif à réexporter. Actuellement, les marges donc sont disproportionnées. Mais ce qui est encore plus grave, je dis, elles sont disproportionnées déjà par rapport aux véhicules en TTC. Si l'État prélevait sa TVA, on n'en serait pas là. Alors là, l'État ne prélève rien. Pas cet argent. Tout le problème est là. On ne peut pas créer une filière avec des gens qui vous disent, voilà monsieur, moi avant de me lancer dans l'intégration, j'intègre déjà ma personne. Je vais vous intégrer quelques petits bidules, parce que quand on parle d'équipementier, moi je défie qui que ce soit d'intégrer la motorisation et la boîte. Renault a déjà exclu catégoriquement du calcul du taux d'intégration en 2016. Ni boîte, ni moteur. Ça ne fait pas partie de ce qui va être intégré jusqu'à la fin des temps. Et il a raison. Je ne dis pas qu'il nous a eu. Et ce n'est pas non plus le cas chez nos voisins au Maroc. Les constructeurs n'intègrent pas. Mais la formule, justement, chez nos voisins, exclut le GMP, le gros moto-propulseur. Donc si on applique la même formule, on arrivera à des taux d'intégration avoisinant les 40%, moi, 35 à 40%. Justement, mais moi je parle du principe qu'il faut une usine. Ce sont deux unités de production totalement différentes. Non, je ne parle pas, je parle ici. Et il nous a exclu ça, il a raison. Même au Maroc d'ailleurs, ils ne produisent pas les blocs. Écoutez, aucune marque commande n'accepte qu'on lui impose la motorisation. Le groupe de propulsion, vous ne pouvez pas lui imposer son intégration si elle-même ne trouve pas un avantage comparatif à le monter ou le produire localement. Vous savez que beaucoup de marques, par exemple Peugeot, Land Rover et BMW, elles font le même moteur pour plusieurs modèles des trois marques.
Mais elles ont un consortium qui doit produire ça à Francfort. Ils ne vont pas s'amuser quand même pour quelques milliers d'exemplaires à refaire le même moteur chez vous. Oui, c'est inenvisageable. En fait, nous n'avons pas la prétention de tout produire en Algérie. Ça n'existe nulle part dans le monde. Nous essayons d'avoir le maximum de valeur ajoutée ici en Algérie, de produire le maximum de pièces en Algérie, ce qui est le cas aussi chez nos voisins dans la majorité des pays. Il nous reste quelques secondes. Latifa Turki-Liot, est-ce que vous considérez que les constructeurs aujourd'hui communiquent suffisamment? Est-ce qu'ils donnent une visibilité en quelques mots sur leur positionnement, ce qu'ils souhaitent faire? Ils nous la donnent à titre individuel, mais c'est vrai que la confidentialité est mise. C'est un petit peu le principe que nous avons adopté dans le contrat de filière, c'est effectivement de travailler très en profondeur sur le plan d'intégration, mais c'est vrai que la difficulté, elle est qu'on ne peut pas partager, puisqu'en fait, les autres constructeurs ne souhaitent pas que leurs informations propres soient divulguées à l'extérieur, tout simplement. Voilà, donc juste pour rebondir sur ce que disait M. Abdelkrim, et je clôturerai là-dessus. En effet, tout ce qui est motorisation, c'est un sujet complètement à part, qui, même au Maroc, la partie motorisation, on n'est arrivé que beaucoup plus tard avec Peugeot récemment. Je pense que déjà, avec ce qu'on fait, on peut bien avancer en mettant en place une stratégie nationale efficace, volontariste, plus tard avec des composants à haute valeur technologique tels que toutes les pièces moteurs, on pourra l'envisager plus tard. Et espérons ne serait-ce que pouvoir intégrer la batterie, étant donné que voilà, c'est quand même l'un des grands points d'interrogation de chercher à comprendre comment l'Algérie n'arrive pas encore à intégrer la batterie, mais ça c'est une toute autre histoire. On arrive à la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vais quand même vous rappeler que nous avons eu le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Latifa Turki-Liot, présidente de l'UPIAM, le plaisir d'avoir monsieur Moustapha Abdelkrim, directeur général de développement technologique et industriel au ministère de l'énergie, de l'industrie et des mines. Vous y êtes bien, donc restez-y. Monsieur Nordine Oudjit, président directeur général des CNVI, et monsieur Farhat Aitali, analyste financier. La rediff de cette émission, c'est sur notre chaîne demain de 9h à midi. Sinon, eh bien, vous avez le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie et la page pro également sur Facebook. Et la semaine éco. Bonne soirée à tous et je vous